Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire qui est sur la diversité et l'inclusion, hein. On entend souvent parler de DEI. Mon nom est Caroline Lavallée, je suis directrice principale service conseil en communication marketing chez MNP. Je suis ravie d'être avec vous ce midi. Je viens de vous dire que c'est un webinaire, mais en fait, c'est plutôt et c'est surtout une conversation qu'on a aujourd'hui, une discussion sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Donc, on n'a pas de diapo ou de visuel à vous présenter parce que c'est vraiment une conversation qu'on a pour mieux comprendre ce que c'est la DEI et comment on s'y prend pour amorcer une démarche de diversité, d'équité, d'inclusion et comment on fait aussi pour mettre en place de telles initiatives au sein d'une entreprise. Vous savez, chaque démarche est unique, chaque entreprise est unique. Aujourd'hui, c'est l'expérience de Fenplast dont on va discuter. On va voir qu'est-ce qui a amené Fenplast à entreprendre une démarche de DEI, quelles ont été les étapes, quel genre d'initiatives ils ont mis en place, quel est le rôle de la direction des ressources humaines et d'autres parties prenantes dans une telle démarche. Et puis, on va voir aussi qu'est-ce que Fenplast a observé, quel constat ils ont fait jusqu'à maintenant. Comme c'est une conversation, je vous invite aussi à prendre part à la discussion. Vous pouvez certainement, je vous encourage à le faire, vous pouvez poser des questions tout au long de la rencontre. Vous pouvez le faire en appuyant sur l'icône Q&A que vous allez trouver au bas de votre écran. Et n'hésitez pas, si une question s'adresse à une personne en particulier, n'hésitez pas à le préciser. Votre temps, il est précieux. Merci d'être avec nous. Alors, je m'engage à ce qu'on ne dépasse pas l'heure qu'on a prévue. Maintenant, comme c'est une discussion, c'est possible qu'elle se termine un petit peu plus tôt, donc ça vous donnera plus de temps dans votre horaire aujourd'hui. Alors, on amorce la discussion. On a avec nous Serge Lavoie, directeur général chez Fenplast, Marie-Ève Sénécal, directrice principale en RH également chez Fenplast, et ma collègue Julie Chamard, qui est directrice principale service conseil chez MNP. Merci à tous les trois d'être ici ce midi. Je vais vous inviter à vous présenter à tour de rôle en commençant avec toi, Serge. Je te demanderais de nous parler un petit peu de ton rôle chez Fenplast, aussi de ton lien avec la diversité, l'équité et l'inclusion avant la mise en place d'initiatives dans votre organisation. Good. Merci Caroline. Bonjour tout le monde. Je me présente, Serge, directeur général chez Fenplast. Mon parcours, écoutez, je suis un bachelier en génie industriel, donc j'ai gradué en 2002 à Polytechnique. J'ai roulé ma bosse dans plusieurs organisations, principalement au niveau opérationnel, donc chargé de projet, ingénierie, maintenance, production. Je suis rentré chez Fenplast en 2011, donc comme directeur de production. Puis j'ai grandi à l'intérieur de l'organisation, en même temps que l'organisation a grandi. Donc, directeur de production, directeur d'opération, vice-président opération, directeur général maintenant de Fenplast, depuis 1 an de Fenplast et Altec, et depuis tout récemment, Fenplast, Altec et la jeunesse. Donc, c'est ce que je couvre. Mon champ d'expertise, je l'ai dit, ingénieur industriel, donc au niveau de la diversité et de l'inclusion, ce n'était pas nécessairement un point sur lequel j'étais impliqué et ou connaissant. On en parlait ici chez Fenplast. On fait partie des sociétés mieux gérées, donc les boîtes qui chapeautent ça nous en parlaient de façon assez régulière. Ça a été des thématiques dans les 2 ou 3 dernières années. Notre comité de direction se disait toujours, tout le monde est la bienvenue, on est une grande famille, donc on a-tu vraiment besoin de se pencher là-dessus? Pas tant. Donc mon lien, jadis, je vous dirais, d'environ 1 an, c'était pas une grande implication à ce niveau-là. Merci. Et puis, tu nous en diras plus sur votre démarche dans quelques minutes. Maintenant, Marie-Ève, je t'invite aussi à nous parler de toi, de ton rôle aussi chez Fenplast et de ton lien, ton expérience avec la DEI avant que vous entrepreniez des démarches dans ce sens chez Fenplast. Super. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présente. Bien heureuse d'être avec vous donc ce midi. De mon côté, Marie-Ève Sénécal, donc directrice principale ressources humaines chez Fenplast. Donc, de mon côté, donc, je suis bachelière en relations industrielles. J'ai, en fait, dans
également les ressources humaines depuis là, environ 10 ans. J'ai donc conséquemment grandi là, à l'intérieur de l'organisation FENPLAS. Donc, je ne vous cacherai pas que mon rôle a changé et le rôle également des ressources humaines là, a changé au cours des dernières années. Donc, on a pris clairement un sens différent. Ceci dit, donc aujourd'hui, je chapeaute en fait, oui, FENPLAS, donc on parle là, d'environ 450 employés. Donc, FENPLAS, qui est un manufacturier au niveau de la fabrication des portes et fenêtres. Un deuxième manufacturier également, La Genèse, donc qui comprend une centaine là, d'employés. Et une nouvelle division qui est la boutique, les boutiques corporatives qui sont en fait bien différents là, des entités manufacturières, mais bref, qui sont chapeautées également de mon côté. Merci beaucoup, Marie-Ève. Et peux-tu nous parler peut-être un petit peu dans quelle mesure tu étais familière avec la DEI avant que vous instauriez des initiatives chez FENPLAS? En fait, comme mon collègue l'a mentionné, c'est sûr qu'on parlait, on en parlait à l'intérieur de l'organisation, mais de façon quand même, je vais dire, informelle. De mon côté, personnellement, quand on me parlait de diversité, j'avais en tête les différentes ethnies. J'étais quand même assez limitée, je ne vous cacherai pas, dans ma connaissance et jusqu'à quel point ça peut être large quand on parle de diversité, d'équité, d'inclusion. J'entendais qu'il y avait quand même des voix plus fortes dans certaines institutions, là, que ce soit par exemple des institutions gouvernementales ou financières. Donc, c'était un peu là, ma compréhension face à la diversité, l'équité, l'inclusion avant la démarche. Puis là-dessus, tu as entièrement raison, Marie-Ève, parce qu'il y a tellement de perception, de définition, de compréhension de ce qu'est la diversité, l'équité et l'inclusion. Et puis, heureusement, on va clarifier ça pour le bénéfice de tout le monde qui participe à la discussion aujourd'hui. Merci, Marie-Ève. Julie, à toi la parole. Parle-nous un peu de ton rôle chez MNP, aussi de ton lien à toi avec la diversité, l'équité et l'inclusion. Bonjour tout le monde, merci d'être présent ce midi, c'est très apprécié. Mon rôle, je suis directrice principale chez MNP. J'œuvre sous la pratique performance organisationnelle. Donc, ce que ça comprend, la performance organisationnelle, c'est vraiment de l'accompagnement à la transformation, toute forme de transformation, que ce soit technologique, culturelle, organisationnelle. Donc, on fait beaucoup de revue et de design de structure. On va accompagner les gens, évidemment, dans la gestion du changement, dans la transformation. On va faire beaucoup aussi de développement du leadership. On va faire l'évaluation de la culture. Donc, on va revoir beaucoup des fonctions. Donc, on va vraiment essayer de façon globale d'aligner la stratégie, les gens, les processus pour faire en sorte que l'organisation soit performante. La gestion de la diversité, évidemment, fait partie de ce volet-là de la transformation. Donc, mon lien plus concrètement avec la diversité remonte quand même à il y a très longtemps. J'en ai fait un sujet de thèse. Donc, je me suis intéressée il y a longtemps à la gestion, gestion culturelle, en fait, la gestion de la diversité culturelle en entreprise. J'ai fait un projet de recherche pour le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles à l'époque. Donc, je suis vraiment arrivée dans la tempête des accommodements raisonnables. Donc, j'ai été comme un peu baignée dans la diversité par rapport à la diversité culturelle, mais la diversité intergénérationnelle beaucoup. À l'époque, on ne parlait pas beaucoup d'inclusion, donc mon rôle a évolué vraiment plus dans la gestion de la diversité puis d'aider les organisations à la gérer. Donc, on ne parlait pas nécessairement de culture, mais on parlait d'outiller l'organisation justement pour prévenir soit des conflits ou d'éduquer les gens. Donc, mon rôle était beaucoup sur cette forme-là, donc soit de former des gens, de former des gestionnaires, d'être capable vraiment de bien gérer une équipe diversifiée, d'être capable aussi d'adresser les situations difficiles. Avec le temps, évidemment, la gestion de la diversité et de l'inclusion a pris plus place, surtout depuis les 3 dernières années. Donc, la gestion de la diversité et de l'inclusion a pris une forme différente. On fait appel à nous de façon différente, des fois en mode réaction, mais des fois vraiment en mode plus proactivité. Donc, on est appelé vraiment à amener un œil totalement différent, là, plus dans une vision dont on veut prendre. On veut s'assurer d'avoir les bonnes bases pour retenir notre main-d'œuvre. Évidemment, la pénurie de main-d'œuvre est un vecteur
cette transformation-là, puis d'utiliser la diversité là, au meilleur de notre capacité comme entreprise. Oui. Et écoute, ça tombe bien qu'on puisse faire appel à ton expertise aujourd'hui, notamment pour nous aider à comprendre c'est quoi la diversité, l'équité, l'inclusion. Tu le disais toi-même, fut un temps où on en parlait moins. Maintenant, de plus en plus, on en entend parler. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, hein, on a chacun peut-être notre perception, notre définition de ce que c'est la DEI. On le sait, on le comprend aujourd'hui que c'est vraiment un vecteur incontournable de transformation pour les organisations. Puis on parle autant de la PME à la multinationale. Mais c'est quoi exactement la DEI? Hein? Est-ce que tu peux nous expliquer la différence justement entre la diversité, l'équité et puis l'inclusion? Bien, je vais garder ça vraiment simple puis c'est important parce qu'il y a à la diversité, l'inclusion, juste la diversité en tant que telle, il y a un langage autour de ça qui est parfois complexe et on a besoin vraiment de s'ancrer de ces définitions-là. Donc, la diversité, c'est naturel. C'est ce qui fait qu'on se distingue ou qu'on se ressemble comme individu. On va parler beaucoup de diversité au niveau de l'âge, de l'orientation sexuelle, du genre, de l'éducation, diversité de religion. Donc, c'est vraiment tout le bassin diversifié à l'intérieur de l'entreprise. Quand on va parler d'équité, c'est ce qu'on fait très dans le fond à la justice. C'est vraiment, on va regarder beaucoup les programmes, les processus. Est-ce que l'employeur a à l'intérieur de l'organisation mis en place des processus qui vont favoriser dans le fond les chances égales à tout le monde, les opportunités égales aussi à tout le monde, s'assurer qu'on favorise également l'inclusion. Puis quand on va parler d'inclusion, c'est vraiment des efforts, donc des pratiques organisationnelles qui vont faire en sorte que les gens se sentent à l'aise de s'exprimer, à l'aise d'exprimer leur diversité, d'être capable de se sentir, d'avoir un sentiment d'appartenance envers l'organisation après un certain temps. C'est aussi une prédisposition aussi des équipes, d'être capable d'accueillir les gens, donc d'avoir une attitude, des comportements inclusifs. C'est aussi quelque chose qui s'installe dans la culture après un certain temps. Donc, l'inclusivité, l'inclusion, c'est une co-responsabilité autant là, des gens puis de l'organisation. Oui, tout à fait. De façon globale, ça ressemble à ça. Merci. Puis, tu me dirais pourquoi est-ce que c'est important d'en parler de la DEI? Bien, en fait, il y a bien des raisons. Je vais m'en tenir vraiment dans le cas de Finplace, puis c'est vraiment le but, tu l'as dit tantôt, c'est pas un webinaire d'experts avec des slides ou quoi que ce soit. Puis je veux vraiment amener ma réponse dans le contexte de Serge et Marie-Ève. Donc, tout simplement parce que si une entreprise veut croître, veut juste assurer sa pérennité puis survivre, elle n'a pas le choix que d'utiliser à bon escient et de façon la plus efficace possible la diversité et de transformer sa culture pour vraiment être capable d'attirer et de retenir cette main-d'œuvre-là. Donc, il y a un volet vraiment de pérennité de l'organisation. Il y a un autre volet également comme je disais, de langage, c'est qu'il faut commencer à quelque part à en parler. Il y a des organisations qui sont, par exemple, dans les grands centres où est-ce qu'il y a déjà un bassin, une population qui est diversifiée. On arrive en région, on a des entreprises qui sont où est-ce que les gens on a une population homogène. La diversité n'est pas dans la population non plus. Donc, c'est important de commencer à avoir ce discours-là. Donc, l'entreprise est un prolongement de la société, si on veut. Puis souvent, l'entreprise, pour bien des gens, c'est là que les premières discussions se passent au niveau de la diversité, de l'inclusion. Donc, c'est important de commencer à avoir ce dialogue-là parce qu'il y a des définitions, des termes. Certaines personnes le voient comme étant complexe. Il y a aussi des inconforts par rapport à la diversité. Il y a des gens qui ont de la difficulté, par exemple, ils ne savent plus nécessairement quel mot utiliser, comment s'adresser aux gens. Donc, cet inconfort-là, c'est important de passer au travers pour pouvoir arriver à passer à un autre niveau de la diversité. Donc, pas juste rester là dans l'intention, mais vraiment mettre des pratiques en place. Et cet inconfort-là est peut-être en même temps un signe de bienveillance. Hein? Si les personnes se posent la question, est-ce que j'utilise le bon terme? Est-ce que je le dis de la bonne façon? Ça peut vraiment être un signe de bienveillance que je vois de façon positive. Et oui, et dis-moi, de façon générale,
Les gens font appel à toi, à MNP, dans quel contexte ou dans quelles circonstances en matière de DEI? C'est très varié, c'est très, très varié. Ça va vraiment dépendre de où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur démarche. Chaque organisation n'a pas le même niveau de maturité là, par rapport à la diversité, l'équité et l'inclusion. Ça peut être autant, il est arrivé une situation, on a besoin, par exemple, d'avoir quelqu'un qui va nous aider à gérer une situation. Ça peut être au niveau de la gestion de crise. Il y a des gens qui ont besoin justement de revoir leur stratégie de gestion de talent, d'attraction de la main-d'œuvre. Donc, dans ce contexte-là, on va les supporter vraiment à avoir une vision plus stratégique, d'analyser le marché, d'être plus concret dans l'investissement qu'ils font au niveau de l'attraction de la main-d'œuvre, la stratégie de recrutement. D'autres, ça va être au niveau de la formation. Ils veulent vraiment commencer à amener un langage, à éduquer leurs gens. Souvent, ça va être au niveau des biais inconscients, des microagressions, donc de former la main-d'œuvre. Dans d'autres organisations, c'est plus d'apporter vraiment un volet très structurant, une stratégie en partant là, vraiment de la mission, de la vision, puis de rentrer ça également dans les processus, puis d'en faire une démarche qui est beaucoup plus transversale. C'est vraiment très, très varié. Ça dépend de où sont les gens actuellement dans leur démarche. Et dis-moi, une fois qu'une entreprise décide de faire appel à toi, justement, pour les accompagner dans cette démarche-là, ben, à quoi ressemble ton approche? À quoi ressemble l'approche chez MNP en matière d'accompagnement de clients qui veulent entreprendre une démarche ou encore mettre en place des initiatives de DEI? En fait, première chose, comme je disais, il n'y a pas de démarches qui sont pareilles d'une organisation à l'autre. Donc, la première phase, vraiment, c'est de comprendre l'organisation, d'où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle est présentement, où est-ce qu'elle s'en va, son histoire, sur quel territoire elle est. Donc, ce n'est pas juste le portrait à l'interne, mais c'est le portrait à l'externe également. Donc, de vraiment connaître où est-ce qu'ils en sont, les gens, c'est quoi la perception de la diversité à l'intérieur de l'organisation, de l'inclusion, de vraiment faire un scan aussi des processus, des procédures, de ce qu'il y a en place, de vraiment un 360 de l'organisation pour être capable d'amener une image claire aux gens de où est-ce qu'ils sont. Souvent, les gens font appel à nous, ils ont un besoin, on est là pour être capable justement de leur voir, leur amener une vision différente. Puis de leur amener le big picture peut-être de ce qui se passe au sein de l'organisation. Donc, je te dirais qu'en premier temps, c'est vraiment ce volet-là de diagnostic, ce volet-là de comprendre puis de dresser l'histoire actuelle de l'organisation. Dans un second temps, c'est vraiment de créer des balises, des bases pour engager les gens. Donc, on va vraiment s'assurer de travailler avec les gens, de développer une stratégie, une vision, d'être capable de dresser d'encadrer, d'avoir un plan d'action, une feuille de route concrète pour être capable justement de structurer les gens dans leur démarche. Les gens ont des besoins, des fois ils ne savent juste pas où partir, donc on est là pour les aider à mettre une structure, à mettre des mots aussi sur la démarche, donc tout le volet communication, gestion de changement est important également. Il y a un volet qui est important aussi dans notre approche, évidemment, c'est d'éduquer les gens, donc ça fait vraiment aussi partie de notre approche. Puis il y a tout le volet aussi d'activités de soutien, donc on va s'assurer de revoir, on veut en faire une démarche qui est transversale, on a vraiment une approche qui est holistique, on veut s'assurer qu'on a fait le tour puis on regarde vraiment la culture, les valeurs. On veut s'assurer que le leadership également, la direction fait partie de la démarche. On veut s'assurer que c'est une démarche également où est-ce que les employés prennent part. On revoit les processus, les procédures. Donc, c'est important aussi de revoir ce que l'organisation fait en ce moment. Est-ce que les pratiques permettent d'attirer, de retenir puis d'inclure la main-d'œuvre? Et donc, voilà, on va vraiment y aller d'une approche qui est très globale. Et je trouve ça intéressant là, que tu parles aussi des pratiques, hein, parce que la diversité, l'équité, l'inclusion, ce ne sont pas que des mots. Ce n'est pas qu'une affirmation qu'on va mettre sur un site web. Hein. Il faut vraiment que ça se vive au sein de l'organisation et aussi dans ses pratiques. Tout à fait. Merci, merci Julie. Donc, on vient d'entendre le point de vue de Julie, hein, le point de vue de la consultante de MNP dans l'accompagnement des entreprises dans une démarche de DEI.
Maintenant, comment on la vit, cette démarche-là, du côté de l'entreprise? Hein? Par où on commence? Quelles sont les étapes? Serge, est-ce que tu pourrais justement nous raconter l'histoire de FenPlace et d'où est venu votre souhait, votre besoin de mettre en place des initiatives en matière de DEI? Oui, ben oui, plaisir. L'histoire de FenPlace, ben écoutez, on est en affaires depuis 33 ans. Donc, c'est une entreprise familiale à la base, 3 frères qui ont parti ça, des frères marchands. On vit une super belle croissance, autant une croissance organique qu'une croissance par acquisition. Donc, Marie-Ève l'a dit, on vous a pitché bien des nombres d'employés dans notre discours réciproque. On est un groupe d'environ 1000-1600 employés global. Donc, au moment où on se parle, et je vous dirais qu'en grande majorité, là, c'est des gens de la Rive-Sud de Montréal, sinon quoi pour des autres usines, mais c'est en région. Donc, tout ce qui est diversité, équité, inclusion ne faisait pas tant partie de notre discours, de notre réalité. Donc, l'élément déclencheur, ben, écoutez, on avait des conflits à l'interne, je vous dirais de façon anecdotique. Marie-Ève me parlait des fois ici et là, puis peut-être à la hauteur d'une fois par année où c'est que ben, j'avais mes lunettes roses, on est une grande famille, la vie est belle, il n'y en a pas de problème chez FemPlace, donc on était vraiment dans ce mode-là. Je vous ai parlé de notre croissance, donc la pénurie de main-d'œuvre, comme certainement tout le monde qui nous écoute, nous a frappé. Donc, on a décidé, je vous dirais, il y a 18 mois, d'aller chercher des travailleurs à l'étranger, donc de faire des démarches. Puis, donc, c'était des gens du Madagascar qu'on considère, qu'on attend toujours en passant. On ne s'est pas encore eu 18 mois plus tard, mais bref, ça, c'est un autre sujet. Ceci étant dit, dans nos saines habitudes de gestion, on communique à nos gens tout le temps où c'est qu'on est rendu, c'est quoi l'évolution de l'organisation. Donc, une journée, donc je communique, donc une fois par deux fois par année, on communique à nos gens. Enfin, je communique, je suis devant tous les gens, comme quoi on s'en va chercher des travailleurs à l'étranger. Donc, des bagages qui devraient être avec nous d'ici 12 à 18 mois. Puis, d'une façon inattendue, il y a une personne, une minorité visible qui s'est levée, puis d'une façon très respectueuse, je dirais respectueuse, ça n'a pas été un écart fabuleux, mais très sec. Là, nous a fait clairement comprendre qu'on n'était pas rendu là comme organisation. Des phrases aussi sanglantes de dire des personnes de Madagascar, décidons de Madagascar, sont mieux là que chez vous. Mm-hmm. Donc, vous comprendrez que je me suis senti comme un chevreuil devant des phares. C'est clair que je ne comprenais pas trop ce qui se passait à l'intérieur de notre organisation. Donc, j'ai vite compris qu'il fallait se remettre en question à ce niveau-là. Donc, on a fait appel à Julie que je connais depuis une dizaine d'années par nos emplois respectifs précédents. J'ai fait appel à Julie, puis on a commencé la démarche. Mais l'élément déclencheur a été un wake-up call d'une personne qui est sortie tout simplement de champ gauche, que je ne m'attendais pas. Mm-hmm. Je trouve que c'est tout à votre honneur, Serge, d'avoir fait preuve justement de cette grande humilité. Hein? Tu le disais, j'avais des lunettes roses, la vie était belle, et puis que ça a pris un événement qui justement vous a ouvert les yeux, et ça prend de l'humilité, ça prend de la grandeur pour le reconnaître et de décider, ah ben là, on doit prendre action. Et de ton côté, Marie-Ève, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à ce que Serge vient de partager? Je pense que c'est assez complet. Donc, c'est réellement là, les grands éléments déclencheurs qui nous ont amené une réflexion plus approfondie. Non, à ce niveau-là, je n'ai pas autre chose à ajouter. Et merci beaucoup. Et ce que j'entends, hein, c'est que, encore une fois, il faut cette humilité-là, il faut vouloir s'ouvrir les yeux, puis il faut avoir cette volonté, puis voir le besoin de mettre en place des initiatives de DEI. Marie-Ève, par où vous avez commencé chez FenPlace? Une fois que vous avez pris cette décision-là, c'est quoi? Quelles étapes vous avez franchies? Quels sont les premiers gestes que vous avez posés, les premières initiatives que vous avez mis en place?
En fait, Caroline, ta question, elle est excellente parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais d'entrée de jeu, on vous a fait part un peu de notre connaissance au niveau de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et c'était quand même assez limité de part et d'autre, à la fois comme individu et comme organisation. Là. Donc, c'est le nom de Julie qui est sorti du chapeau, là, puis à laquelle on était bien heureux de connaître quelqu'un qui avait potentiellement là, de meilleures connaissances que nous à ce niveau-là. Mais oui, par où commencer? Donc, l'appel à Julie a été quand même assez rapidement axé sur Julie, on a un besoin de formation. Julie, de tempérer un peu la situation et de dire, ben, écoutez, avant d'aller là, laissez-moi comprendre un peu votre organisation, où vous êtes, l'état actuel. Fait que ceci dit, on a tablé peut-être un petit peu plus avant de se diriger là, tout de suite vers de la formation. Et dis-moi, Marie-Ève, je m'excuse oui. de t'interrompre. Quand tu parles de formation, est-ce que vous avez commencé par l'équipe de direction, par les gestionnaires? Par qui vous avez commencé? Donc, en fait, on a décidé de commencer par l'équipe de direction, donc nos ambassadeurs, comme plusieurs autres démarches qu'on peut faire dans une organisation, bien, de s'assurer que ces gens-là qui sont ambassadeurs au quotidien, bien, soient en mesure de bien faire l'effet domino là, au sein de leurs propres équipes. Mm-hmm. Donc, une première formation peut-être plus dans le détail aussi, puis dans une approche différente que celle qui a été donnée aux employés. Quand je dis différente, bien, c'est sûr que quand on est dans de la gestion de personnel, c'est important peut-être d'avoir des outils, des ressources pour nous aider à travailler au quotidien avec une équipe qui est diversifiée et à laquelle on veut qu'elle soit inclusive. Donc, bref, on a débuté là, par ces gens-là. Puis, par la suite, on a découlé là, au sein de l'ensemble de l'organisation. Et dis-moi, comment, est-ce que dans vos démarches, vous vous êtes questionné ou vous êtes allé voir peut-être auprès des employés, peut-être auprès des gestionnaires pour sonder leur niveau de connaissance ou encore leur perception de la diversité, de l'équité et de l'inclusion? Moi, Marie-Ève, je te laisserai nous parler de ta démarche globale, parce que la formation, c'est inséré à l'intérieur de ça, mais parle-nous de où est-ce que vous êtes partis, puis comment vous avez intégré tout ça, dans le fond, à l'intérieur d'actions séquencées avec clairement, puis un peu en ordre chronologique. Là. Mm-hmm. Mais en fait, Caroline, pour répondre à ta question, c'est une des premières initiatives qu'on a fait, c'est d'aller sonder justement là, nos gestionnaires, donc l'ensemble des gestionnaires de l'organisation. C'est important pour nous d'aller connaître un peu justement la perception de nos ambassadeurs quant à la diversité, l'équité et l'inclusion. Donc, puis d'orienter aussi par la suite, bien entendu, là où on se devait d'aller. Donc, ça a été là, une des premières initiatives qui a été mise de l'avant. Mm-hmm. On a également décidé de mettre sur place, on l'a nommé comité aviseur. Donc, on a pris, je vais dire des personnes, mais en fait, c'est aussi des secteurs d'activité dans lesquels on voyait une proximité là, donc de ces secteurs d'activité-là et du sujet. Donc, les gens, par exemple, des opérations étaient présents et fait partie de ce comité-là. Le marketing, donc au niveau, bien entendu, des plans de communication internes, externes, pour nous, ça allait de soi que ces gens-là devaient être impliqués. On a également décidé de prendre des gens qui chapeautaient quand même beaucoup d'employés au sein de l'organisation, là, donc des équipes peut-être plus grandes, que ce soit en production, que ce soit au niveau de l'administration, là, donc vraiment de faire une bonne, de s'assurer qu'on a vraiment un bon étendu, RH, puis la direction aussi à ce niveau-là. Donc ça évidemment, ça vous a permis d'aller chercher une variété de points de vue
justement au sein des membres de ce comité aviseur-là. Donc, ça vous a donné vraiment, ça a été presque une démarche, je vais dire, holistique. Et est-ce qu'il y a autre chose par la suite? Est-ce qu'il y a d'autres étapes qui ont suivi? Une fois que vous avez mis sur pied ce comité aviseur-là, quelles ont été les prochaines étapes? Donc, tout à l'heure, on parlait de formation. Là. Ces gens-là ont reçu, je vais dire en primaire, là, une formation pour juste établir un peu les bases, là, justement, du volet. On a également fait, dans le fond, un atelier pour qu'on puisse en faire découler un plan 1 an. Je ne vous cacherai pas qu'on a brassé quand même pas mal là, dans ces ateliers-là. Donc, pour finalement s'entendre sur une position de dire, allons vers un plan 1 an. Plus loin que ça, on dirait que pour nous, ça commençait à être difficile à voir où on allait être rendu. Oui. Ça nous parlait davantage d'aller sur un horizon plus court, puis de mettre des initiatives là, très concrètes. Là. Donc, c'est réellement avec ce comité-là qu'on a mis de l'avant les initiatives de la première année. Et écoutez, ma prochaine question s'adresse peut-être un peu à tout le monde. Hein? Ça peut être autant à toi, Marie-Ève, qu'à Serge, qu'à Julie, mais quand justement on intègre une démarche comme ça, on va sonder nos gens, on les forme, on commence à mettre en place des initiatives. Et je pense que c'est Julie qui en a parlé brièvement, mais ça implique forcément un changement dans la culture, un changement peut-être dans les façons de voir les choses, dans les valeurs peut-être. Est-ce que ça vous a amené aussi à repenser vos valeurs en regard de la diversité? J'aimerais vous entendre. Oui, en fait, si tu me permets, Maria, est-ce que je t'ai interrompu? Non? Non. Alors, oui, c'est ça. Ils ont déjà, les valeurs sont quand même vécues, sont vécues et visibles. FENPLAS sont leurs valeurs sur les chandails, sur l'uniforme qu'ils portent au quotidien. Donc, quand tu demandes aux gens quelles sont les valeurs, ils les connaissent. Le seul élément, par exemple, ce qu'on pouvait voir, c'est que les valeurs c'était un mot, pas nécessairement éclaté. Donc, ce qu'on a dit, ce serait peut-être bien de réaffirmer les valeurs au regard de la diversité. Ça veut dire quoi, diversité à l'interne pour nos employés, nos fournisseurs, nos partenaires? Donc, qu'est-ce que ça veut dire la diversité? Puis, rapidement, avec le comité aviseur, on a fait un exercice, les valeurs ont été revues et réaffirmées, qui sont aussi la base la base du plan de communication, la base de comment on embauche nos gens, ce qu'on veut faire vivre aussi dans la culture. Donc, cet exercice-là, c'est comme un fondement qui était quand même important de pouvoir baliser dès le départ. Puis oui, c'est un exercice qu'on a fait avec Serge, Marie-Ève et leur comité. Mm-hmm. Et je serais curieuse de savoir, et là encore, hein, ma question peut s'adresser à vous trois. Est-ce que vous êtes allés aussi voir l'engagement des employés, notamment en matière de diversité, d'équité puis d'inclusion? On en est où par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ajouté à votre démarche ou que vous prévoyez ajouter à votre démarche? On a comme habitude, en fait, comme pratique à l'interne, d'aller sonder, en fait, à raison d'une fois par année, l'ensemble de nos employés, donc tout groupe confondu. Donc, un sondage de mobilisation auquel on a remarqué qu'il, déjà, de prime abord, il y avait des questions propres à la diversité, l'équité, l'inclusion, sans nécessairement l'avoir voulu ainsi. Ceci dit, on a quand même décidé l'an passé de venir peut-être bonifier certaines questions propres à ce volet-là pour s'assurer, dans le fond, peut-être de mettre un accent plus prononcé et d'aller chercher justement le pouls de nos gens à l'interne, donc leur perception, leur connaissance également de ce volet-là. Et
ce qui est intéressant aussi, oui, c'est super important hein, qu'on valide la connaissance des gens par rapport à ce concept qui a quand même assez de complexité. Hein, la DEI, depuis tout à l'heure, on en parle, puis on voit qu'il y a beaucoup de volets. J'aimerais faire un retour, un lien avec quelque chose que Julie a dit précédemment. Hein. Elle disait que c'est important aussi d'intégrer la diversité, l'équité et l'inclusion dans nos pratiques hein, au sein de l'organisation. Est-ce que vous avez commencé un processus, ne serait-ce qu'on commence à réviser tel processus pour nous assurer qu'il soit aligné avec notre démarche et qu'il vienne soutenir nos efforts de DEI? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez amorcé ou auquel vous avez commencé à réfléchir? Oui, notamment là, au niveau de justement de l'équipe des ressources humaines. Donc, en fait, ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'éléments reliés à la diversité, l'équité, l'inclusion lorsqu'on parlait d'attraction de talent. Et comme Serge le mentionnait un peu plus tôt, par la croissance, par la pénurie qu'on vit, clairement que le recrutement, ça fait partie de notre quotidien. Donc, on a vraiment fait des démarches là, pour réviser nos processus actuels. Donc, par l'affichage de nos postes. Donc, quand on parle d'une description de poste, d'avoir un œil un petit peu plus, justement, là, DEI, tout en restant, bien entendu, là, attirant pour les candidats à l'externe, pardonnez-moi. Mais ceci dit, oui. Donc, comme équipe ressources humaines, on a fait un travail là, dans son processus intégral là, de recrutement. Et dirais-tu que cette démarche-là vous a aidé tout à l'heure? Hein, Julie parlait de biais inconscients. On les a tous, hein, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, on en a tous. Est-ce que justement le fait de repenser, par exemple, les descriptions de postes, ça vous a aidé, et je parle à l'équipe qui est vraiment en recrutement, est-ce que ça vous a aidé peut-être à être plus conscient de certains biais inconscients, justement, et peut-être de revoir certaines pratiques d'entrevue? Oui, puis j'ai malheureusement pas l'équipe avec moi là, pour qu'ils puissent confirmer cet élément-là. Mais oui, bien entendu, c'est sûr que d'un point de vue recruteur, avec un œil là, axé sur la DEI, c'est quand même différent. Donc, de prendre conscience comme équipe, on l'a fait. C'est sûr, par la suite, c'est de le mettre en pratique, hein, puis de s'assurer dans ça demeure dans le temps. Mais ce que je peux dire à ce stade-ci, c'est que clairement, il y a une prise de conscience qui a été faite de l'équipe face à ce volet-là qui n'était pas là auparavant. Et c'est un pas important aussi à franchir, hein? La prise de conscience, je dirais même, Serge en a parlé hein, tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu, hein? On prend conscience et c'est ça qui nous amène et qui nous aide à changer comme personne au sein de l'organisation et aussi comme organisation. Jusqu'à maintenant, hein, ce que j'ai entendu, vous avez parlé d'ambassadeurs, vous avez parlé de l'équipe de direction, de l'engagement de chacun. Évidemment, Serge et Marie-Ève, des initiatives de DEI, ça ne peut pas vivre seul. Hein? Elles ne peuvent pas vivre d'elles-mêmes. Hein? Ça prend des personnes engagées, ça prend des leaders. Vous avez parlé d'ambassadeurs aussi pour leur donner vie. Comment est-ce que vous comprenez votre rôle respectif dans la démarche de diversité, équité, inclusion chez FenPlace? Serge, je vais commencer avec toi. Bien, clairement, tu as utilisé le mot une couple de fois. Là, je suis un ambassadeur de cette démarche-là. Donc, dans le day-to-day, je ne suis pas celui qui brasse le plus la sauce et qui travaille le plus ce dossier-là. Mais ne serait-ce que de chapeauter, d'avoir une vigie, de voir l'évolution, de voir les résultats. Donc, c'est un peu mon rôle là-dedans. J'ai pleinement confiance en l'équipe des ressources humaines, en Marie-Ève, qui ont pris, je vous dirais, qui ont pris le bâton du pèlerin pour l'amener à terme à ce niveau-là.
Autre petit rôle sur lequel que je table, c'est, comme je vous disais, il y a 2 sites manufacturiers qu'on parle ici présent quand on parle de cette démarche-là. Donc, on en a 8 actuellement, il y en a 2, donc celui de Candiac, celui de Delsun, qui sont dans la démarche. Donc, après, c'est de voir à quel niveau et quand est-ce qu'on inclut les autres sites. Donc, ça va être de commencer à penser aux autres brands, aux autres usines, quand est-ce qu'on commence cette démarche. Donc, voilà. Donc, toi, ton rôle est peut-être un petit peu plus à haut niveau parce que j'entends que tu as pleinement confiance en TRH, en Marie-Ève, en son équipe. Marie-Ève, j'aimerais ça justement, toi, t'entendre sur comment tu vois ton rôle et celui de ton équipe dans cette démarche-là de DEI et pour la rendre vivante aussi. Bien, un peu comme dans le même ordre que Serge l'a mentionné, de mon côté, je vois mon rôle comme une personne qui a été un peu dans le groupe d'initiateurs là, au niveau de cette démarche-là. Donc, je fais peut-être partie des personnes qui ont entamé le projet là, dans ses débuts. Mais je ne vous cacherai pas que pour moi, c'est clair que oui, je dois être un ambassadeur, une ambassadrice, mais comme n'importe quelle autre démarche, je me dois de la transférer également, cette responsabilisation-là au sein de l'ensemble de mes gestionnaires à l'interne. Et bien entendu, de mon équipe ressources humaines. Là, donc, je pense que mon rôle est aussi de transmettre cette culture-là au sein de l'organisation. Parce que bien entendu que ça ne peut pas être supporté uniquement là, par l'équipe RH, quoique, bien entendu, c'est sûr que dans un début comme ça de démarche, je pense que c'est normal qu'on soit quand même bien impliqué là, dans ce volet-là, dans cette démarche-là. Et dis-moi, tu sais, on l'entend, là, une démarche de DEI, c'est plusieurs étapes, c'est un travail de longue haleine. Est-ce que vous êtes allé chercher de l'aide soit à l'interne, soit à l'externe pour vous soutenir dans ce grand projet? Oui, en fait, j'ai eu une certaine réflexion à faire là, au niveau notamment de l'équipe à l'interne des ressources humaines. Donc, pour justement s'assurer qu'on mène à bon port ce projet-là, ce volet-là, parce que, bon, c'est quelque chose qui doit se faire en continu et qui doit rester vivant. Donc, on a décidé d'aller chercher, dans le fond, un conseiller en développement organisationnel. Donc, une première là, dans l'organisation, c'était pas quelque chose, c'était pas une expertise qu'on avait. Vous l'avez vu d'entrée de jeu, on a rapidement été solliciter l'aide de Julie, étant donné qu'on considérait qu'on n'avait pas l'expertise à l'interne. Donc, bref, c'est une des réflexions qu'on a fait d'aller de l'avant avec une personne supplémentaire dans l'équipe qui, bien entendu, amène une belle expertise et s'assure du bon déroulement de cette démarche-là. Ben, l'embauche d'un conseiller en DO, mon Dieu, c'est très concret, c'est très tangible, puis je trouve que ça démontre que vous joignez l'acte à la parole et que vous prenez ça vraiment au sérieux, puis que vous voulez vraiment mener à bien. Puis je ne veux même pas dire mener à bien, parce que mener à bien, ça sous-entend une fin, alors qu'une démarche de DEI, hein, on veut qu'elle dure. Donc, je trouve que ça démontre tout le sérieux de votre démarche. Avant que j'aille aborder une autre question, est-ce que vous, Julie, Serge ou Marie-Ève, aimeriez ajouter quelque chose justement par rapport à vos rôles respectifs ou comment vous le voyez dans cette démarche-là? Julie? Et moi, oui, vous m'entendez? Si oui. Je peux me permettre, en fait, je trouve que ça a été facile de travailler avec Serge et Marie-Ève parce que, d'une part, ils ont rapidement eu l'ouverture de recadrer un peu. Comme Marie-Ève le disait au départ, là, la porte d'entrée a été la formation, mais ils ont eu vraiment l'ouverture de recadrer, de voir comment, dans le fond, la diversité et l'inclusion pouvaient mieux se positionner dans l'organisation actuellement, mais sur le plus long terme aussi. Oui. Comme Marie-Ève le disait, ça a été vraiment
de s'assurer d'avoir des actions qui sont concrètes, de prioriser. Effectivement, je me souviens avec l'équipe, ça a été vraiment d'être capable de regarder, mais qu'est-ce qu'on est en mesure de faire aussi dans la prochaine année? La prochaine année, c'est important vraiment de respecter les capacités de l'organisation. Marie-Ève, elle a quand même une équipe RH qui est solide, qui ont vraiment là, la compétence et les connaissances pour faire avancer le dossier. Ce que Serge mentionne, effectivement, je pense que ce n'est pas rare, que ce soit une petite ou une grande entreprise. Quand tu as plusieurs rôles à jouer, quand justement tu es une entreprise en croissance, ou est-ce que c'est difficile peut-être d'avoir une vue ou un pied vraiment dans ce type de dossier-là, je pense que Marie-Ève est un joueur clé là, en ce qui concerne la diversité et l'inclusion en ce moment. Ceci dit, je pense qu'elle le nomme bien. C'est toujours sur le long terme pour s'assurer que ça vit, que ça s'ancre. Le leadership a vraiment un rôle important à jouer à l'intérieur de ça. Fait que je pense que c'est des éléments sur lesquels là, possiblement ils vont se pencher. Puis je pense que la force de leur démarche également, c'est d'avoir inséré la diversité à plein de petits endroits. Donc, pas avoir décidé de faire juste de la formation, juste de revoir à haut niveau le processus de recrutement, mais c'est vraiment, encore une fois, de revoir l'ensemble de l'organisation puis de faire des petits pas. Comme je disais tantôt, c'est une organisation principalement homogène pour l'instant. Il y a un petit peu de diversité plus au niveau de la langue. Au départ, c'est important, puis dans la façon dont on l'avait réfléchi, puis Marie-Ève et Serge l'ont amené rapidement en disant, bien, c'est important de faire une démarche qui ne va pas trop être, excusez le terme, mais rentre dedans pour l'équipe, parce que la crainte était, est-ce que les gens vont penser que FenPlast investit dans la diversité et l'inclusion seulement parce qu'il y a une cohorte de travailleurs étrangers qui arrive? Donc ça, c'était quand même une préoccupation qu'on avait au départ de bien positionner l'engagement qu'ils souhaitent avoir en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, puis de l'amener de façon avec des petites actions, puis d'être tranquillement pas vite, de mettre les balises pour la première année, de faire un retour global sur ce qu'ils ont fait, de regarder les acquis, les choses qui ont fonctionné, puis dans la deuxième année, de voir bon, bien, comment on peut peut-être consolider ce qu'on a fait, mettre d'autres actions en place pour nous amener un peu plus loin. Donc, ils ont vraiment fait une démarche globale au niveau de la diversité. Fait que c'est quand même, ils ont investi des efforts de la bonne façon avec beaucoup de cohérence. Fait que je pense que c'est vraiment ça la force de leur démarche dans la dernière année. Merci, Julie. Donc, jusqu'à maintenant, hein, on l'a entendu, on le comprend qu'une démarche de diversité, équité, inclusion, et j'aime que tu le dis, Julie, que c'est une démarche où il faut y aller par petits pas. C'est d'abord et avant tout une démarche ou un cheminement qui commence par l'humilité, hein, par l'identification d'un besoin, et ça implique aussi la volonté. Et l'engagement aussi, et cette vision à long terme. Hein. On ne le fait pas juste de façon ponctuelle pour un besoin ponctuel, mais on veut s'assurer que ça vive dans le temps. En rétrospective, quel constat vous faites, Serge et Marie-Ève, par rapport à votre cheminement en DEI chez FenPlast? Marie-Ève, je vais commencer avec toi. En fait, au niveau des constats, je pense que Julie l'a bien apporté également, d'y aller par petits pas. Donc, puis de demeurer réaliste aussi là, dans cette démarche-là. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, là, on se connaît comme entreprise, là, je pense que c'est important de s'écouter. Pour nous, ça ne faisait aucun sens d'aller dans un plan 3-5 ans. C'était beaucoup trop loin, ça ne nous parlait pas. Fait d'y aller là, vraiment de manière progressive, je pense que c'est un des constats là, que de mon côté, j'ai pu faire, là, clairement. Je ne sais pas si, Serge, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça, là? Non, mais ça fait le tour, puis la théorie des petits pas, là, vous en avez parlé, là, mais je pense que c'est the way to go, c'est la façon de faire. Oui, voilà. Puis c'est un sujet, et elle l'a dit d'entrée de jeu, je pense à toi, Caroline, ou peut-être Julie, là, mais c'est un sujet sans dire tabou, mais on n'avait pas le bon vocabulaire, on n'avait pas les bons mots. À l'intérieur de l'organisation, aujourd'hui,
je sens ça plus fluide. Je ne vous dis pas que c'est parfait, là. Je n'aurai pas mes lunettes roses que je vous parlais tantôt, mais je sens qu'on est déjà en meilleure posture. L'équipe de direction, l'équipe des leaders, tout le management en place, je pense qu'on est déjà mieux outillé qu'on était. Merci beaucoup. Écoutez, je suis ravie. On a une question. On a une question de Geneviève Desrochers. Merci Geneviève pour votre question. Donc la voici. Comment avez-vous déterminé que les gens de Madagascar correspondaient au profil d'employés recherchés sur le plan de la productivité, du rendement? Les différences culturelles, est-ce qu'elles ont été évaluées pour vous assurer qu'il n'y aurait pas de clash, donc pour vous assurer qu'il y aurait un fit avec le reste de l'entreprise? J'apprends ça? Oui. Donc, en fait, on n'a pas ce talent-là, sincèrement. On a des gens avec qui on a fait affaire pour nous aider pour le recrutement international. On tenait pour la première cohorte à ce que les gens maîtrisent la langue du français. Donc, c'était, à tort ou à raison, je ne serais pas à même de juger de ça aujourd'hui. Donc, on en parle beaucoup, comme je disais tantôt, des travailleurs étrangers. On a présentement 3 cohortes et demie d'entendre parce qu'on a une autre qui incessamment, on va signer un PO. Puis on n'a pas eu encore une personne qui est arrivée. Donc, la première cohorte, celle qui est en avant du train, on désirait que ce soit des gens qui parlent de français pour faciliter notre équipe. Outre ça, on a participé à des réunions avec les personnes qui avaient été choisies pour nous aider à recruter à l'international. Puis c'est le pays qui avait décidé de décider. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait meilleur? Est-ce qu'on poserait plus justement ce genre de questions-là à dire on est sûr qu'au niveau du fait culturel, on vise 100% de la bonne cible? Peut-être qu'aujourd'hui, on serait meilleur, mais jadis, on a donné ça un peu dans les mains de notre conseiller en recrutement. Merci beaucoup. Et dites-moi, pour les prochaines étapes, on va parler un peu des prochaines étapes pour Fenplast en matière de DEI. Maintenant, on comprend mieux votre cheminement, on comprend mieux d'où vous êtes parti, où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entrevoyez en termes de prochaines initiatives dans la prochaine année ou dans les mois à venir, Marie-Ève? Je pense qu'une des premières choses qu'il va falloir faire, c'est une rétro sur notre année 1. Donc, on s'était engagé à avoir certaines initiatives. Fait que je pense que de faire une rétroactivité là-dessus, ça va être nécessaire. Puis encore une fois, peut-être d'établir quelques initiatives pour l'année 2. Je pense qu'au niveau formation/sensibilisation, il va falloir continuer à mettre un accent là-dessus. On vous parlait là, plus tôt qu'on avait formé nos ambassadeurs, notre équipe de gestion. On ne pense pas qu'avec une formation de 3-4 heures, c'est terminé. C'est possiblement même le commencement de quelque chose. Là. Donc, je pense qu'il y a certainement un élément là-dessus à travailler. Et de le faire vivre peut-être un petit peu plus à l'interne, donc à travers nos gens à l'interne, que ce soit par la communication, par la création peut-être d'un comité auprès des employés, là, mais je pense que de faire vivre ça un petit peu plus là, au sein de l'organisation. Merci, Marie-Ève. Puis je trouve ça intéressant parce que là, tu viens de parler de la formation. Puis justement, on a une question de Tara Manji. Merci beaucoup de votre question. Et la voici en ce qui concerne la formation. Est-ce que vous avez rendu cette formation-là obligatoire pour tous les employés et à quelle fréquence? Et quel est le format de la formation? Est-ce que c'est en ligne, virtuel? Est-ce que c'est plus des échanges en personne ou autre? Je peux, bien entendu, je regardais Julie, je ne savais pas si elle voulait. Je peux y aller. Parole, Julie, à cet effet. C'est une bonne question, très bonne question. Puis en même temps, c'est vraiment le choix de l'employeur de décider est-ce que c'est obligatoire ou pas. Dans le fond, ce qui a été fait ce qui a été identifié avec Serge et Marie-Ève en termes de besoins, évidemment, ça a été au départ de former toute la direction, la gestion, de former tous les employés. Donc, il y a un très grand bassin. Je pense que 450 employés ont été formés, Marie-Ève. Oui. Donc, au départ, ça a été vraiment, je te dirais que la formation de base sur laquelle on va se pencher beaucoup au départ, c'est les billets.
surtout quand on donne un langage de base sur c'est quoi la diversité, l'inclusion, puis qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir peut-être de la difficulté à inclure des gens où on a tous des biais dans l'organisation qui viennent affecter nos décisions, puis qui peuvent même créer des barrières systémiques à la rigueur. Donc, c'est souvent ce volet-là qu'on va regarder au départ. Donc, et c'est la formation qui a été donnée à tous. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la gestion, on s'est concentré beaucoup sur c'est quoi la diversité, l'équité, l'inclusion, quelle définition on en fait. Il faut se mettre d'accord sur certains termes. Donc, il y a eu peut-être une formation un peu plus poussée sur ce que ça représente en milieu de travail versus les employés, peut-être plus, c'était vraiment plus sur les biais inconscients. Il y a eu, je pense, 20 groupes de formation qui ont été faits. C'est des formations de 2 heures, des ateliers de 2 heures qui ont été donnés, à l'intérieur de laquelle, évidemment, il y a Marie-Ève, elle n'en a pas parlé tantôt, mais ils ont fait une politique là, diversité-inclusion. Et ça a été un peu la stratégie qui a été utilisée, donc de faire un atelier sur les biais inconscients, puis de positionner, évidemment, l'engagement de fin de place à l'intérieur de ça, de faire part de la politique, d'expliquer les rôles et responsabilités de chacun. Donc, ça a été des ateliers de 2 heures, puis toute l'organisation a été formée. Ça a eu des pour, ça a eu des contre. Je pense qu'on y est allé de la meilleure façon, sans nuire aux opérations, puis vraiment respecter un peu là, le contexte de fin de place. Mais je vais laisser Marie-Ève poursuivre avec comment s'est passée la stratégie de formation. Donc, pour répondre à la question que l'on avait, on a décidé comme équipe de rendre ça obligatoire. Donc, avec ses pour et ses contre, bien entendu. Là. Donc, à la blague, Julie et moi, on a quelquefois remercié nos gens d'être présents malgré le fait qu'ils étaient obligés d'y être. Là. Donc, c'était un peu sarcastique, là, nos propos. On a bien entendu à 450 employés, on a des gens en télétravail, on a des gens clairement au niveau des opérations qui sont présents. Pour cette formation-là, on a demandé à tous de se présenter au travail, donc de le faire en présentiel pour avoir, là, bien entendu, de notre côté, l'idée, c'était d'avoir une opportunité pour pouvoir échanger. Il y avait, là, bien entendu, des activités un peu là, à l'intérieur de ça qui se faisaient mieux en présentiel qu'à distance. Merci, Marie-Ève. Et Tara, Manji, j'espère que ça répond à votre question. Ben, merci à vous. Là, je vois votre message. Merci beaucoup. Écoutez, je me suis engagée à ce qu'on respecte le temps. Il nous reste 3 minutes. En quelques mots, Serge et Marie-Ève, à la lumière de votre expérience, à la lumière de votre cheminement chez FanPlast, si vous aviez 1 ou 2 conseils à donner aux entreprises qui songent à entreprendre une démarche de DEI, qu'est-ce que vous diriez en quelques mots? Je débute? Oui. En fait, peut-être d'être en proaction. Donc, ici, je l'ai compté dans notre petite histoire, on a été très en réaction. Donc, réaction par rapport à un événement ciblé qui a eu lieu dans une présentation, réaction par rapport au fait qu'on s'en va avec les travailleurs étrangers. Donc, tout ça, si on veut y aller par petits pas, mais en même temps, on est en réaction. Donc, ça nous oblige un peu à courir plus vite, je crois, qu'on aurait vraiment voulu. Donc, voilà, ça serait mon conseil à partager. Donc, essayez de s'y prendre le plus tôt possible, autrement dit. Yes, exactement. Merci, Serge. Marie-Ève? En complément, soyez réaliste en fonction, bien entendu, de ce qui est possible pour vous. Là. Donc, je pense que c'est important avec les ressources que vous avez, avec les outils. Puis, je pense que n'hésitez pas non plus à aller chercher l'expertise nécessaire là, si tel est le besoin, si vous ne l'avez pas là, à l'interne, bien entendu. Merci beaucoup. J'espère que ces conseils vont être utiles. Certainement, on a appris beaucoup de votre expérience. Donc, Serge, Marie-Ève, merci d'avoir partagé avec nous votre expérience chez FanPlast. Julie, ben merci de nous avoir donné ton point de vue en tant que consultante chez MNP, en tant qu'accompagnatrice d'entreprises qui veulent amorcer une démarche de DEI. Donc, on retient qu'il ne faut pas hésiter à amorcer une telle démarche, que c'est un cheminement, il faut y aller graduellement, petits pas, une étape à la fois. Puis l'important,
ben, c'est de le prendre, ce premier pas. Et alors, donc, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous dis un gros merci à vous tous et toutes de vous être joints à nous ce midi. J'espère que vous avez aimé cette conversation. Merci d'avoir posé des questions. J'espère que les échanges vous ont été utiles. J'espère qu'ils ont alimenté votre réflexion. Peut-être même que j'espère que ces conversations-là vous ont peut-être inspiré quant à votre propre démarche en matière de diversité, équité, inclusion, et peu importe que cette démarche soit en cours ou à venir. Donc, encore une fois, un grand merci de votre participation, puis je vous souhaite un très bon après-midi. Merci. 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 Bye.